Le TD numéro 5 de l'embryologie, j'ai pris des questions du TD numéro 5 et que les questions qui ont une relation avec la première et la deuxième semaine de développement embryonnaire. Ce sont les 2 semaines qui vont entrer dans l'examen. Bon, vous allez suivre avec moi selon le numéro de la question. J'ai commencé par la question 17, le liquide amniotique. Cette question comporte 5 propositions. Nous commençons par la première. La première proposition A. Le liquide amniotique est sécrété par les cellules trophoblastiques. Non. Et c'est la faute, c'est au niveau des cellules trophoblastiques. Le liquide amniotique est sécrété par les amnioblastes. Les amnioblastes, c'est la couche des cellules qui entourent la cavité amniotique. Je vous montre un autre schéma pour vous expliquer, pour vous montrer la couche des cellules trophoblastiques. Bon, voilà, je vous montre les amnioblastes. Comme vous voyez, c'est la cavité amniotique et les cellules qui l'entourent s'appellent les amnioblastes. En blanc, pardon, c'est en blanc. Ce sont les amnioblastes. En bas, nous avons les cellules de l'épiblaste, de la couche la plus externe, c'est-à-dire le feuillet le plus externe. Et nous avons l'hypoblaste, c'est le feuillet le plus interne. Entre les deux, il y aura une autre, ou se formera une autre, ou un autre feuillet, ou une autre couche cellulaire qui donnera naissance au feuillet intermédiaire. C'est la cavité amniotique et on parle des amnioblastes ou des cellules amnioblastiques. Je reviens au TD. Ça, c'est bon. Donc, la première est fausse. B a un volume d'environ 500 ml au stade de 10 semaines de vie embryonnaire. Ici, on parle de liquide amniotique. Le volume du liquide amniotique à la 10e semaine de développement embryonnaire. Et c'est une information. La proposition, elle est fausse. Je vous donne la réponse juste. Aux 10e semaine, le volume total, c'est 30 ml. Ce n'est pas 500 ml, c'est 30 ml du liquide amniotique. Donc, la cavité amniotique contient 30 ml. C, elle est fausse B. C est dégluté par le fœtus à partir, on parle du liquide amniotique. Le liquide amniotique est dégluté par le fœtus à partir du 5e mois. Est dégluté à partir du 5e mois. Ça veut dire qu'il est absorbé on parle par le fœtus absorbé par l'intestin. Vous voyez, ça, et je vous rappelle que le liquide amniotique protège avec le développement du fœtus, ce liquide va protéger le fœtus, va le protéger des chocs, par exemple, des chocs externes provenant du milieu extérieur.
Et c'est une poche qui joue un rôle très important dans la régulation aussi de la température. Et aussi en diminuant les chocs et les bruits. Les bruits. Aussi, le liquide amniotique apporte de l'eau et des sels minéraux dont le futur bébé a besoin. Et c'est un lubrifiant, considéré comme un lubrifiant. Lubrifiant quand? C'est lors de l'accouchement. Lubrifiant, معناها يرطب البلاصة pour permettre le passage, la sortie du fœtus pendant l'accouchement. Comme le gel. C'est le passage de l'enfant, pour faciliter le passage de l'enfant. Le liquide amniotique aussi, ce sont des informations que je vous donne dans ce DD. Le liquide amniotique est considéré comme indice de bonne santé ou de bonne ou de mauvaise santé pour le bébé. Maintenant, je reviens à la proposition C qui est juste. Comme vous voyez, la proposition C est juste. Maintenant, la proposition D. Le liquide amniotique empêche l'adhérence de l'embryon à la couche des cellules amniotiques. Oui, c'est vrai, ou bien amnioblastique. C'est vrai, c'est un protecteur. Voilà, c'est juste. E a un volume qui peut être supérieur à 2 litres dans le cas d'une malformation du système nerveux. وش معناتها؟ معناتها le liquide amniotique يقدر يكون le volume تاعو أكثر من 2 litres. احنا au début قلنا le volume تاعو à la 10e semaine de développement embryonnaire ou bien de vie embryonnaire atteint 30 millilitres, et non pas 30 litres, 30 millilitres. Mais dans le cas où il y a des malformations au niveau du système nerveux, لهنا تشوهات في الجهاز العصبي. لهنا le volume du liquide amniotique peut dépasser 2 litres. يقدر يعدي 2 litres. Ça, c'est juste aussi. La question 19, c'est par rapport au TD numéro 5 que vous avez sur le site. À propos du cordon ombilical, il apparaît sous sa forme définitive à la fin du 2e mois. Non, c'est faux. Ce n'est pas à la fin du 2e mois. C'est, je l'ai mis en bleu, c'est en bleu. C'est à la fin du 3e mois. Ici, c'est 3e mois. Donc, la première proposition, elle est fausse. B. Il contient dans sa forme, on parle toujours du cordon ombilical, contient dans sa forme définitive, شكل النهائي يتضمن ويتكون من 2 artères et une veine ombilicale. 2 artères et une veine ombilicale. Ça existe dans le cours. Donc, la proposition
Elle est juste. Ce qui est juste, je le mets en jaune, je le colore en jaune. Et ce qui est faux, j'essaie de le colorer en bleu, comme vous voyez. La proposition C. Je contrôle l'enregistrement. Oui. La proposition C, là où les artères. Les artères, parce que nous avons deux artères. Nous avons déjà répondu à cette question. Les artères ombilicales, les artères, là où les artères ombilicales transportent du sang désoxygéné. Désoxygéné, ou l'axe oxygéné, c'est-à-dire qu'on porte le CO2. Oxygéné et désoxygéné. Oui, c'est juste. Le cordon ombilical toujours présente à terme une longueur de 20 cm et un diamètre de 1 cm. Il présente à terme une longueur, au moment de l'accouchement et après maturation, la longueur du cordon ombilical est 20 cm. 1 cm. Ça, ce n'est pas juste. C'est faux. C'est faux. Je vais vous donner la réponse exacte. Ici, ce n'est pas 20 cm, c'est 50 cm. Ici, c'est 2 cm. 50 cm de longueur et 2 cm de diamètre. La proposition, chauffe-eau, 19, le 22. 22. Ensuite, toujours le TD numéro 5. Concerne la reproduction. Nous avons combien de questions sur la reproduction? La reproduction, l'ovulation est provoquée par un pic d'oestrogène. Non, c'est faux. Ce n'est pas le pic d'oestrogène qui provoque l'ovulation, mais plutôt c'est le pic de LH. C'est le pic de LH. Luteinizing hormone. Le corps jaune produit de la progestérone. Le corps jaune produit de la progestérone. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. On sait que le corps jaune produit de la progestérone, c'est pour maintenir la nidation. Lorsqu'il y a fécondation. Lorsqu'il y a fécondation, la progestérone, le corps jaune va libérer la progestérone et la libération de la progestérone sera aussi maintenue après la nidation, même après la nidation, par l'HCG, hormone humaine chorionique gonadotrophique ou gonadotropine, HCG. هذا l'HCG معفو به la femme est-ce qu'elle est enceinte non qui نديروا le test هذاك اللي يتباع في les pharmacies. C'est le test de grossesse. C'est l'HCG. On détecte l'HCG. L'HCG, l'augmentation du taux de l'HCG va aussi maintenir la gestation ou la grossesse et va maintenir la libération de la progestérone. Et comme la progestérone est libérée par le corps jaune, l'HCG est libéré par la couche du syncytio-trophoblaste. Vous avez vu dans le cours que la couche trophoblastique ou la couche des cellules qui entourent la blastula qui s'appelle trophoblaste. Cette couche va se différencier en deux zones, deux parties, deux couches. La couche la plus interne s'appelle cytotrophoblast et la couche la plus externe s'appelle syncytio-trophoblaste. Je vous montre ici, vous avez
vous avez le, vous avez, voilà, c'est le cytotrophoblast, comme vous voyez, deux couches de cellules, c'est un schéma, c'est juste un schéma pour vous montrer le cytotrophoblast, trophoblast. Elle s'est différenciée en deux couches. Mais le cytotrophoblast, راح تقولوا لي وين السنسيسيوتروفوبلاست السنسيسيوتروفوبلاست ها هي لا كوش هذا كامل سي لا كوش سنسيسيوتروفوبلاستيك اللي فيها لي بوين وهذوما ce sont des lacunes ها هو lacunes remplies par du sang maternel الدم تاع الام هذوما des lacunes ce sont des cavités qui se forment puis seront remplies par du sang maternel, et cela après envahissement de la couche syncytiotrophoblastique des vaisseaux sanguins maternels. يعني la couche syncytiotrophoblastique هذه elle se développe وتدخل للداخل تدخل في l'endomètre كل ما تدخل وتمشي به يدخل تدخل la blastula complètement à l'intérieur de l'endomètre راح تبوسي لنا وراح dégrader لنا des cellules va dégrader des cellules rencontrées. Et en même temps, il y a des vaisseaux sanguins. C'est un tissu conjonctif à l'intérieur de l'endomètre. C'est un tissu conjonctif. Donc, le tissu conjonctif comporte des cellules. Il y a aussi des vaisseaux sanguins. Donc, les vaisseaux sanguins seront envahis par cette couche, ce qui conduit au remplissage de ces lacunes. Ça, ce qui concerne la couche syncytiotrophoblastique. Je reviens à la question, à la proposition C. Le 28e jour du cycle, parce que ici, quand on parle du cycle de 28 jours, vous savez, le 14e jour, c'est le jour de l'ovulation. On prend l'exemple d'un cycle menstruel de 28 jours. Le taux de la progestérone augmente. Et s'il n'y a pas de grossesse, dites logique, le taux de progestérone augmente comme une grossesse. Et nous venons d'expliquer et de dire que la progestérone maintient avec l'HCG la grossesse. Est-ce que si il y a une grossesse, la progestérone diminue ou augmente? Ici, on dit il n'y a pas de grossesse, la progestérone augmente. C'est l'inverse. S'il n'y a pas de grossesse, la progestérone n'augmente pas. Au contraire, cette hormone va diminuer. La proposition C de la question 22 est fausse. D. Le mucus cervical est abondant lors de la pente ovulaire. Le mucus هو الإفرازات المهبلية. C'est vaginal, cervical, c'est au niveau, ici on parle des sécrétions par des glandes et surtout les sécrétions libérées par la glaire cervicale. C'est par la glaire cervicale. La glande située au niveau du col utérin, le col de l'utérus, les sécrétions augmentent lors de la pente ovulaire, c'est-à-dire pendant l'ovulation. Cette proposition est juste. Maintenant, la proposition 2. La proposition 2. Proposition 2.
Je vais contrôler le partage aussi. Je contrôle le partage de TD. La fécondation peut être interne ou externe. La fécondation peut être interne ou externe. Oui, c'est vrai, c'est juste. Fécondation interne ou fécondation externe. La fécondation, en général, chez certains animaux ou espèces, peut se faire à l'extérieur, comme par exemple, il y a l'exemple des poissons, de certains poissons, par exemple les poissons. Nous avons la fécondation interne comme chez les humains, par exemple l'homme, chez l'homme. عند الإنسان كاين حيوانات وين يخرجوا النطاف والبويضات لبرا في الماء ويتلاقاو كاين شيميو وكيميوتاكتيزم وين يتجبدوا لبعضهم تصير لا fécondation. La fécondation ici, et dans ce cas-là, c'est une fécondation externe. Mais la fécondation interne, on prend toujours l'exemple de l'homme. L'homme se reproduit par fécondation externe. C'est faux. Ce n'est pas externe. C'est une fécondation interne. 23b. Et la fécondation se fait au niveau de l'organisme féminin. C'est la sécrétion de la GnRH. GnRH. GN, c'est Gonadotrophin Releasing Hormone. C'est l'hormone principale libérée par l'hypothalamus, structure au niveau central, l'hypothalamus, qui va agir sur l'hypophyse. C'est l'hormone اللي راح ينفلونسي لنا لا سيكريسيون تاع لي هرمون او نيفو دي غوناد لي غوناد في الاعضاء التناسليه جي ان ار اش وكاين جي ار اش. لازم تعرفوا لا ديفيرونس انتر جي ار اش اي جي ان ار اش. جي ان ار اش كي نلقاو البتي ان هذا يبين لنا باللي كونسيرن لي غوناد مي كي ما نلقاوش الان ça veut dire que GRH c'est growth hormone. Hormone Nomo. La sécrétion de la GnRH a lieu au niveau de l'hypophyse. Est-ce que la GnRH est libérée au niveau de l'hypophyse? Non. La وين تلقاو RH releasing hormone عرفوها باللي تخرج من l'hypothalamus. RH releasing hormone محفزات هرمونات محفزة لإفراز هرمونات أخرى. Le RH releasing hormone. La sécrétion de la GnRH a lieu au niveau de l'hypophyse. La proposition C, la question 23, c'est au niveau de l'hypothalamus et qui va agir sur l'hypophyse en libérant, en stimulant la libération de la LH et la FSH. Folliculo-stimulating hormone et luteinizing hormone. C'est la faute, c'est au niveau de l'hypophyse. La reproduction, numéro 3, question 24. Lors de l'ovulation, la vascularisation des trompes de Fallope augmente. Lors de l'ovulation, la vascularisation des trompes de Fallope, je معناها la vascularisation et l'augmentation des vaisseaux, du nombre et volume des vaisseaux au niveau des trompes de Fallope. Ça, est-ce que c'est juste ou non? C'est juste. Parce qu'il y aura une modification pour accueillir l'ovocyte 2 et pour accueillir après le nouvel individu. Donc, c'est juste. Un follicule gauche ne peut être recueilli que par la trompe gauche. B.
Vous voyez, est-ce que c'est juste ou non? Vous avez ça. Je reviens. J'avais un problème au niveau du PC. On revient à la proposition B. Elle est juste non. Donc, elle est fausse. Elle n'est pas juste parce qu'un follicule gauche ne peut, comme c'est écrit, un follicule gauche ne peut être recueilli que par la trompe gauche. Non, en cas de problème ou de maladie, la trompe droite peut intervenir pour recueillir le follicule gauche, pour recueillir le follicule. C'est une intervention par des spécialistes dans le domaine, sont les gynécologues. Donc elle est fausse. C'est lors de l'ovulation, la concentration de la glaire cervicale en acide aminé alcalin augmente pour favoriser le déplacement des spermatozoïdes. Est-ce que c'est juste cette proposition? Est-ce que vous voyez que la proposition est juste? Est-ce qu'elle est juste? Lors de l'ovulation, la concentration de la glaire cervicale, on parle de la glaire cervicale, en acide aminé alcalin, c'est alcalin, augmente. Le pH de la glaire cervicale, l'idéal, je parle de pH idéal, est entre 7 et 8,5. Alcalin, ça veut dire basique. Augmente pour favoriser le déplacement des spermatozoïdes. Oui, parce que le pH du vagin est acide, entre 3,8 à 4,5. Mais le pH de la glaire cervicale, le pH idéal est de 7 à 8,5. Et le sperme est basique aussi. Donc, ça va favoriser le déplacement des spermatozoïdes. Cette proposition est juste. D. Environ 10 millions de spermatozoïdes franchissent le col de l'utérus. 10 millions de spermatozoïdes franchissent le col de l'utérus. Est-ce que c'est juste? La majorité, parmi les 300 millions de spermatozoïdes, environ 300 millions de spermatozoïdes seront éliminés et seulement de 1 à 2 millions peuvent traverser ou franchir le col de l'utérus. C'est faux. Donc, D, c'est faux. C'est de 1 à 2 millions. Les spermatozoïdes iront directement dans la bonne trompe. Je معناتها كي تكون عندنا ovulation par l'ovaire gauche, les spermatozoïdes يعرفوا la direction ويروحوا directement la gauche. Non, ça, ce n'est pas vrai. Parce que les spermatozoïdes entrent et se dirigent aléatoirement vont se diviser en deux groupes et vont se diriger vers les deux trompes dans la possibilité de rencontrer l'ovocyte 2. Donc, elle est fausse.
Ici, elle est fausse, la proposition. Numéro 25. Certains spermatozoïdes vont dans la cavité péritoniale. Certains spermatozoïdes vont dans la cavité péritoniale. Est-ce que la proposition est juste? Oui, la proposition est juste. Parce que les spermatozoïdes ne sont pas tous, mais certains spermatozoïdes, comme nous avons de 1 à 2 millions qui peuvent traverser la glaire cervicale ou qui vont aller se diriger vers les trompes de Fallope pour féconder l'ovocyte 2, certains spermatozoïdes seront aussi éliminés par éliminés au niveau de la cavité péritoniale, le péritoine. Vous avez vu le péritoine dans la partie de l'histologie. Ces spermatozoïdes sont les spermatozoïdes qui restent, les spermatozoïdes qui seront éliminés aussi, s'échappent dans la cavité péritoniale par le pavillon, le khorjo, via le pavillon. Le pavillon est ceci est le dernier mécanisme qui intervient pour limiter le nombre de spermatozoïdes présents dans l'ampoule, qui est le lieu de la fécondation. Je vais essayer de vous montrer un schéma. Je vous montre un schéma pour bien comprendre. Je vous montre le schéma. Comme ça, vous pouvez voir le pavillon, la localisation du pavillon. Regardez, c'est l'ovaire qui est coiffé par un pavillon. C'est le pavillon. La libération de l'ovocyte 2 vers le premier tiers externe de trompe de Fallope, où l'ovocyte va rencontrer les spermatozoïdes qui ont pu traverser le col de l'utérus, c'est-à-dire ont traversé la glaire cervicale, les sécrétions libérées par la glande située au niveau du col utérin, c'est Anq al-Rahim. Une partie du spermatozoïde va se diriger vers une trompe et la deuxième partie, ou le deuxième groupe, va se diriger vers la deuxième trompe. Donc, l'excès ou le reste des spermatozoïdes, il y a élimination des spermatozoïdes à ce niveau-là par la glaire, d'autres seront phagocytés et d'autres seront éliminés par le pavillon, vont sortir vers pour aller atteindre la cavité péritoniale. Je vous ai déjà expliqué. Voilà, c'est le pavillon que vous voyez. C'est bon? C'est compris. Je pense que c'est compris. Je reviens au TD. B, les trompes, donc, elle est juste. Vous voyez? Elle est juste. Je l'ai mis en jaune. Je vous explique en même temps. Voilà. Les trompes vont, grâce à leur mouvement ciliaire, véhiculer l'ovaire vers l'utérus. Les trompes vont, grâce les trompes de Fallope, il y a des cellules qui sont ciliées, mais qui peuvent participer à la mobilité, au déplacement de quoi? Au déplacement de l'ovocyte. Ce n'est pas au déplacement de l'ovaire vers l'utérus, non, c'est le déplacement de l'ovocyte vers l'utérus après fécondation. Donc, elle est fausse. Cette proposition est fausse. C. Les spermatozoïdes mettront plus de temps à traverser l'utérus en cas d'orgasme.
Qu'est-ce que ça veut dire l'orgasme? ذروة هي ذروة الرغبة الجنسية. ذروة الرغبة الجنسية. Le spermatozoïde mettront plus de temps à traverser l'utérus en cas d'orgasme. Est-ce que c'est juste, d'après vous? C'est le contraire ici. Mettront moins du temps. C'est moins du temps pour traverser l'utérus en cas d'orgasme. C'est l'inverse. La faute, c'est ici. C'est moins de temps. La fixation du spermatozoïde sur la zone pellucide est réversible. Est-ce que le spermatozoïde, quand il se fixe sur les molécules qui sont présentes au niveau de la zone pellucide, nous avons les molécules de ZP3 et nous avons ZP1, ZP2, parce que ZP1 va consolider la liaison entre ZP3 et ZP2. Et ZP3, c'est la molécule de reconnaissance reconnue par le récepteur de ZP3 sur le spermatozoïde. Est-ce que la fixation, quand un spermatozoïde se fixe sur la zone pellucide sur ces molécules, est réversible? Réversible, معناها رجعي يقدر يتفكسا ويتنحى بلا ما تصرى حتى حاجة. Non. La fixe, comme le spermatozoïde, quand il est fixé, il y aura toute une modification, toute une cascade de modifications aboutissant à la modification à une modification générale au niveau de l'ovocyte par libération des granules corticaux, par modification de la zone pellucide pour empêcher la fixation des autres spermatozoïdes. La phrase est fausse, la proposition D. La proposition E, lorsque l'ovocyte est pendu, les chromosomes sont en prophase. Est-ce que les chromosomes sont en prophase? Non, les chromosomes sont en métaphase 2. Maintenant, on passe la reproduction 5, la question numéro 26. Ici, c'est une faute, c'est une répétition. 26, normalement 27. Mais nous allons continuer par la même numérotation du TD numéro 5. La fécondation et le rétablissement de la diploïdie. La fécondation et le rétablissement de la diploïdie. rétablissement معناها رجعوا الصيغه الثنائيه تاع لي كروموزوم صحيحه كانت haploïde l'ovocyte haploïde et le spermatozoïde un matériel génétique de moitié c'est-à-dire haploïde 23 après fécondation c'est le rétablissement de la diploïdie ou les 46 c'est juste ça c'est juste. Un rapport sexuel 3 jours avant la pente ovulaire peut mettre en route une grossesse. De rapport 3 jours avant l'ovulation peut يقدر يمد لنا une grossesse. Oui, c'est juste. Oui, c'est juste. Vous voyez que cette proposition est juste ou non? Oui, donc c'est juste. Parce que, pourquoi? Parce que la durée de vie des spermatozoïdes est limitée de 2 à 3 jours et ça peut aller jusqu'à 5 jours chez certains individus, comme je vous ai dit. Mais on prend les normes de 2 à 3 jours. Donc, la proposition est juste. La fécondation a lieu le plus souvent dans l'isthme de la trompe. L'isthme de la trompe. L'isthme, il y a la liaison. L'isthme, c'est quoi? C'est
La liaison, j'essaie de vous montrer l'isthme. Comme ça, vous allez apprendre facilement la localisation de ces structures. Comme vous voyez, l'isthme, regardez bien, et l'ampoule tubaire, puis le pavillon. L'isthme situé dans le prolongement de la partie utérine. Elle est d'une longueur de 3 cm. De l'isthme à l'ampoule. L'ampoule, par contre, est de 7 cm et l'ampoule tubaire est située dans le prolongement de l'isthme. Isthme, prolongement de la partie utérine, et l'ampoule tubaire est le prolongement de l'isthme. Hadi de 3 cm environ de longueur, ou Hadi 7 cm de longueur. Puis vient le pavillon qui est en forme d'entonnoir, entonnoir. Voilà. Je vous montre. Et on revient au TD, on revient au TD. Voilà. La fécondation a lieu le plus souvent dans l'isthme de la trompe. D'après l'explication et d'après le schéma que vous avez vu, est-ce que la proposition est juste? Non, elle n'est pas juste. C'est au niveau de l'ampoule tubaire et pas au niveau de l'isthme. C'est au niveau de l'ampoule tubaire. Donc, c'est faux. D. Les spermatozoïdes peuvent se faire phagocyter par les cellules folliculeuses. Les spermatozoïdes peuvent se faire phagocyter par les cellules folliculeuses. معناها les spermatozoïdes يقدروا تصرى لهم phagocytose باللي cellules folliculeuses. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. La proposition. Donc, le temps. La couleur jaune. Lorsque le spermatozoïde est capté, le relâchage des granules corticaux modifie la protéine ZP3, ce qui empêche la polyspermie. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. Donc, la proposition E, cette proposition est juste aussi. On passe, normalement c'est 26, 27, mais je laisse la même numérotation pour comparer avec le TD. Les gamètes. L'ovocyte vierge mesure environ 250 micromètres. Est-ce que c'est juste? D'après la taille de l'ovocyte donnée dans le cours, l'ovocyte peut mesurer entre 150 et 180 micromètres. Entre 150 et 180 micromètres. C'est une cellule animale de grande taille. Elle dépasse 100 micromètres. Ce sont des exceptions, comme je vous ai dit dans la partie histologie. Et dans la partie de cytologie. Le spermatozoïde a mis une taille de l'ordre de 60 micromètres. Oui, ça peut aller jusqu'à 60
Ça peut aller jusqu'à 60 micromètres. Notez bien ce que je dis. C'est juste. La protéine ZP2 intervient dans la liaison entre le spermatozoïde et l'ovocyte. Ici, vous allez me dire que nous avons ZP1, ZP2, ZP3. C'est la zone pellucide 3 qui va participer dans la liaison entre le spermatozoïde et l'ovocyte et non pas ZP2. C'est pour consolider les fixations. Les spermatozoïdes n'ont pas de protéines de liaison. Est-ce que les spermatozoïdes n'ont pas de protéines de liaison? Je vous dis, la proposition est fausse. Sinon, comment les spermatozoïdes se fixent sur la zone pellucide? C'est n'avait pas ces protéines de liaison. Elle est fausse. 27. Développement embryonnaire. Nous avons des flèches. La flèche 5 désigne l'ectophile. La flèche 4 désigne le cytotrophoblast. La flèche 6 désigne le lycytocèle. C'est F. Regardez bien, je vous montre le schéma. C'est un schéma. Regardez, 5 en bleu représente l'ectophile. 4 représente quoi? Nous avons ici, n'oubliez pas, le numéro 3. 4 donc, comme nous avons deux couches, 4 c'est cytotrophoblast et 3 c'est cytotrophoblast. Les deux forment ou sont formés à partir, se sont différenciés à partir de trophoblastes. Donc la quatrième c'est cytotrophoblast. 2 c'est, comme nous avons l'ectophile en bleu, il nous reste l'entophile, le feuillet interne. C'est le feuillet externe. 6 c'est la cavité, c'est le blastocèle. La cavité, c'est ce qu'on appelle blastocèle. Donc, le reste, c'est juste à part numéro 6, à part la proposition C, la flèche 6. Je vous ai écrit désigne le lycytocèle. Non, ça désigne, parce que le lycytocèle provient de la différenciation au niveau de l'entophile. Mais ça, c'est une cavité, c'est le blastocèle. Donc, c'est faux. Ce n'est pas un lycytocèle. Ce qui est faux, c'est la proposition C. Mais A et B sont justes. 28. Concernant la deuxième semaine de développement embryonnaire, normalement, c'est nous avons les 3 propositions. Ici, je voulais vous dire quelles sont les caractéristiques de la deuxième semaine. Quelles sont les caractéristiques de la deuxième semaine? Ce sont les caractéristiques de la deuxième semaine. La nidation, la prégastrulation, c'est-à-dire la formation de 2 feuillets embryonnaires, ébauchage de différentes annexes embryonnaires. Donc, toutes les propositions sont justes, parce que ce sont les caractéristiques de la deuxième semaine. On passe au 29.
c'est toujours la deuxième semaine. Donc, la deuxième semaine, il y a l'ébauchage de la méiose, ébauchage du mésenchyme, ébauchage du lécytocèle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces propositions sont justes? Oui, toutes les propositions sont justes. Nous avons l'ébauchage de la méiose qui se fait durant la deuxième semaine. Nous avons aussi l'ébauchage du mésenchyme. Le mésenchyme extra-embryonnaire, c'est à la fin de la deuxième semaine. L'ébauchage du lécytocèle aussi. Donc, les trois propositions sont justes. Deuxième semaine du développement embryonnaire. 3, numéro 30. Je ne sais pas si c'était une répétition. Non. Ici, nous avons ébauchage du lécytocèle, ébauchage du xylome externe et condensation du mésenchyme. C'est-à-dire que le mésenchyme, l'ensemble des cellules qui occupent la cavité ou l'espace externe, extracellulaire, sera creusé par une cavité, ce qu'on appelle le xylome. C'est le xylome externe. Externe, c'est extra-embryonnaire. C'est extra, à l'extérieur de l'embryon. Et ébauchage de l'allantoïde. Oui, les trois sont justes. Vous avez deux cours. Ce sont des questions de cours. L'anidation consistant sa fixation ou la fixation de quoi? De la blastula ou de la morula sur l'épithélium utérin. Je viens de vous donner la réponse sans faire attention. L'anidation consistant la fixation, c'est la fixation de la morula sur l'épithélium utérin. Est-ce que c'est la morula qui se fixe sur l'épithélium utérin? Non, c'est la blastula qui se fixe sur l'épithélium utérin. L'implantation se fait dans la couche fonctionnelle de l'endomètre. L'implantation se fait dans la couche fonctionnelle de l'endomètre. Oui, c'est vrai, c'est la couche fonctionnelle. Chez la couche fonctionnelle, il y a la couche qui s'est développée pour accueillir le nouvel individu ou bien la blastula, l'embryon. Il y a la couche Z. Vous avez vu le schéma dans le cours. Donc, la proposition est juste. L'anidation a pour but la mise en place des dispositifs embryotrophiques. معناها l'implantation. L'anidation هذيك التعشيش qui يدخل l'objectif تاع l'anidation وش هي باه يتحط لنا ce qu'on appelle le placenta. C'est un dispositif via des structures pour assurer la nutrition de l'embryon. C'est le rôle de ces structures. Parce que l'œuf humain est alicite, sans réserve nutritive. Donc, ça nécessite un dispositif ou des dispositifs embryotrophiques. Trophique pour la nutrition, c'est la nutrition. Embryo, c'est embryonnaire, de l'embryon, concernant l'embryon. C'est le placenta. On parle du placenta. Je l'ai mis entre parenthèses. Ça, c'est juste. On passe au 32. 32. La fixation du blastocyste. Ici. La fixation du blastocyste à l'épithélium utérin s'observe au 7e jour de développement embryonnaire. C'est la première. La deuxième, la fixation du blastocyste à l'épithélium utérin s'observe au 21e jour du cycle menstruel. Oui, les deux sont justes. Je vous ai déjà expliqué dans le résumé que le 7e jour du développement embryonnaire correspond au 21e jour du cycle menstruel. 14e jour, c'est l'ovulation, plus 7 jours, c'est 21, égal à 21.
Il me reste une proposition. La fixation du blastocyste à l'épithélium utérin s'observe au 21e jour de développement embryonnaire. Ça, au début, on n'a pas la même phrase parce que la phrase précédente, il y a une différence au niveau de cette partie. Dans la phrase précédente, la phrase B, la même phrase, mais à la différence de cette partie, 21e jour du cycle menstruel. C'est écrit comme ça. Ça, c'est juste. Mais quand on parle 21e jour de développement embryonnaire, c'est bon. L'embryon est développé. Pourquoi on parle de fixation? La fixation du blastocyste, et ici, on parle de développement embryonnaire. 21 jours, ça veut dire la 3e semaine de développement embryonnaire. Fixation du blastula à l'épithélium utérin durant le 21 jours de développement embryonnaire. C'est faux. Les phénomènes accompagnant la nidation. Phénomène accompagnant la nidation. Myomètre. Un myomètre ramolli, des glandes à glycogène capables d'excréter le glycogène et le mucus, des cellules de la couche fonctionnelle de l'endomètre deviennent décellulaires. Oui, les trois décellulaires, ça veut dire hypertrophie, hyperplasie. Les trois sont justes. Les trois sont justes. Et si les oestrogènes provoquent l'hypertrophie et l'hyperplasie des cellules du tissu conjonctif, les artères de la couche fonctionnelle de l'endomètre, les artères de la couche fonctionnelle de l'endomètre deviennent spiralées. Oui, les deux sont justes, les deux phrases sont justes. Il me reste la progestérone provoque l'hypertrophie et l'hyperplasie des cellules du tissu conjonctif. Non. Ce sont les oestrogènes. La progestérone maintient la nidation. C'est bon. La formation de la ligne primitive du nom de Hansen. Ça concerne la 3e semaine, mais nous allons répondre à cette partie. C'est une seule question. Vers le nœud de Hansen se forme vers... Bon. Je vais éliminer cette partie parce que ça concerne la 3e semaine. La deuxième, on revient à la 2e semaine, numéro 36, toujours. Qu'est-ce que j'ai éliminé? J'ai laissé numéro 34, maintenant c'est 36. Le 7e jour, le blastocyste se fixe à l'épithélium utérin. Oui, c'est juste. C'est juste. C'est au 7e jour. Au 6e jour, c'est l'addition et l'accolement. Mais la fixation, c'est au 7e jour, à la fin de la 1re semaine. Le blastocyste se fixe à l'épithélium utérin par le trophoblaste. Le trophoblaste, c'est la région qui comporte, c'est le côté ou le pôle embryonnaire. Ou aussi, c'est par le trophoblaste, par les cellules du trophoblaste. Ça, c'est juste aussi. Soit par, on peut dire par la région ou le pôle embryonnaire ou bien par le trophoblaste. Mais le plus juste, c'est la région ou le pôle embryonnaire. Parce que la blastula est entourée par le trophoblaste, par cette couche de cellules. Le trophoblaste se différencie en deux couches, cytotrophoblast et syncytotrophoblast. Ça, c'est évident. Nous avons déjà parlé de cette différenciation pas mal de fois. 37.
Les 2 sur 3 du blastocyste sont nidés au 8e jour de développement embryonnaire. Oui, c'est vrai. C'est une question de cours. Apparition des lacunes syncytiales au 9e jour de développement embryonnaire. Oui, les lacunes seront remplies du sang maternel. 10e jour de la grossesse, le blastocyste est entièrement nidé. Oui, entièrement nidé. Oui, c'est juste. C'est juste. Le blastocyste mesure 0,4 mm en moyenne. On parle de blastocyste complet. Millimètres en moyenne à la 12e semaine. Oui, c'est juste. Vers le 14e jour de la grossesse, s'achève la nidation par élimination du caillot de fibrinogène, le caillot du sang. La 12e semaine, numéro 38, la question. Au 7e jour de développement embryonnaire, nous avons un germe didermique, c'est le 7e jour, formé de dictophile et de lentophile, c'est-à-dire de feuillet externe et feuillet interne. Oui, c'est juste. C'est juste. Dès le 7e jour, nous avons une différenciation. Apparition de la cavité amniotique au 8e jour. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La membrane de Hauser, c'est la membrane qui forme le lécytocèle primaire. Et c'est la membrane de Hauser se forme, je veux dire, se forme au 10e jour de développement embryonnaire. C'est se forme au 10e jour de développement embryonnaire. Oui, c'est juste fait. C'est juste. La membrane de Hauser se forme à partir de cellules cytotrophoblastiques qui tapissent la cavité blastocystique. حاب يقول بلي la membrane de Hauser يجينا من les cellules du cytotrophoblast. من les cellules du cytotrophoblast. Qui tapissent la cavité blastocystique. Oui, c'est juste. Mais pour former le lécytocèle primaire, mais le lécytocèle secondaire se forme à partir après différenciation des cellules de l'endoblaste, ou le feuillet le plus interne. Par différenciation de ces cellules, ces cellules vont repousser la membrane de Hauser formée à partir des cellules du cytotrophoblast. Et après, les cellules de l'endoblaste vont donner le lécytocèle secondaire, parce que la membrane de Hauser donne le lécytocèle primaire. Le germe reste à l'état didermique jusqu'à la fin du 6e jour de grossesse. Reste. Oui, c'est vrai. C'est juste. Le lécytocèle. Apparition du lécytocèle primaire au 10e jour. Oui. Apparition du lécytocèle secondaire au 13e jour. Oui, c'est vrai. Le primaire ou le secondaire. Apparition des deux lécytocèles en même temps. Non. Elle est fausse. Elle est fausse. Nous avons l'apparition des deux. C'est juste. Chaque lécytocèle dans une date. Mais l'apparition en même temps, non, ça ne se fait pas. Ébauchage du silome. Du silome externe et condensation du mésenchyme. Vous savez ce que ça veut dire mésenchyme, parce que je l'ai expliqué pas mal de fois dans le cours et même de TD. Apparaît au 14e jour de développement embryonnaire, se différencie en lame choriale pédicule de fixation, c'est-à-dire la différenciation du silome donne la lame choriale, le pédicule de fixation, la splanchno-pleure extra-embryonnaire
et somatopleur extra-embryonnaire. Ici, c'est somatopleur extra-embryonnaire. Oui, c'est vrai, c'est juste. Sont justes. Les deux sont justes. Se différenciant. Nous avons deux phrases. Je n'ai pas pris attention. Se différencier en lame choriale, il n'y avait pas de somatopleur. Oui, il y avait de ça. Lame choriale, pédicule de fixation, splanchnopleure extra-embryonnaire, somatopleur extra-embryonnaire. Oui, les deux sont justes. Il n'y avait pas de somatopleur ici. Se différencier en splanchnopleure, pédicule de fixation, lame choriale et aussi en somatopleur extra-embryonnaire. Les deux sont justes. On peut dire, je peux annuler cette partie et je peux mettre directement ici cette partie, j'élimine cette question. B se différencie en lame choriale, pédicule de fixation splanchnopleure, somatopleur extra-embryonnaire. Ici, je la remplace, comme vous voyez. Répétition. Une répétition. Les deux propositions sont justes ici, concernant la question numéro 40. Le mésenchyme extra-embryonnaire, la lame choriale, c'est une couche de cellules qui va se fixer sur la paroi interne, la membrane interne du cytotrophoblast. Le pédicule de fixation qui va fixer l'ensemble, c'est-à-dire la cavité amniotique, l'embryon et tout, sur la couche du cytotrophoblast, et cela grâce au mésenchyme, ce qui forme ce qu'on appelle un pédicule de fixation. Il est fixé sur la cavité amniotique, sur le toit de la cavité amniotique. La splanchnopleure extra-embryonnaire et somatopleur extra-embryonnaire. Somatopleur, c'est un ensemble de cellules qui entourent la cavité amniotique, et le pédicule de fixation. La splanchnopleure extra-embryonnaire, la vésicule lutéine. Ce sont les couches cellulaires. Le syncytiotrophoblaste excrète des enzymes responsables de l'érosion de l'épithélium utérin du tissu conjonctif, de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Oui, c'est pour permettre à l'embryon de pénétrer à l'intérieur et de prendre une meilleure place. Le syncytiotrophoblaste, qui est une couche externe après différenciation de trophoblaste, responsable de la libération des enzymes qui vont dégrader tout ce qui est devant cette couche lors de l'érosion de l'endothélium, et aussi responsable de la libération des hormones comme l'HCG aussi, l'hormone chorionique gonadotrophique humain. Ça. Et nous terminons par cette question. Comme vous voyez, c'est bon, j'espère que vous avez compris.